Madame, ne montez pas dans cette voiture. Ces mots transpercèrent l'air clair de cet après-midi parisien, brut et désespéré. Sophie Mercier se figea, une main sur la poignée chromée de sa voiture, son regard brisé sur le monde pendant un instant. Marc Dubois, agent d'entretien de 36 ans et père célibataire, venait de risquer sa carrière pour sauver la vie de la PDG la plus puissante de France. Ce qu'il ne savait pas, c'est que cette femme dirigeait l'entreprise qui détenait peut-être le seul espoir de guérir sa fille Emma, âgée de 7 ans, atteinte d'un syndrome neurologique rare. Cette histoire extraordinaire nous prouve que parfois, sauver une vie peut révéler une vérité qui sauvera des milliers d'autres. Marc Dubois travaillait de nuit comme agent d'entretien dans la tour Mercier Systems, grattant documents déchiquetés pour trouver des informations sur un traitement expérimental qui pourrait sauver sa fille mourante. Quand il découvrit la vérité choquante, que ce traitement était un mensonge mortel qui tuait plus qu'il ne guérissait, il fut pris dans un dilemme impossible. Sophie Mercier, héritière d'un empire de 500 millions d'euros, pensait qu'elle finançait un miracle médical pour sauver son frère Thomas, lui aussi atteint de la même maladie. Elle ne savait pas qu'elle était manipulée par des scientifiques corrompus qui falsifiaient les données et utilisaient les patients comme cobayes. L'intervention désespérée de Marc ce jour-là allait déclencher une chaîne d'événements qui révélerait l'une des plus grandes escroqueries médicales de l'histoire moderne. Si vous êtes prêts pour cette histoire haletante où un père désespéré et une PDG puissante s'allient pour exposer la corruption et sauver des vies innocentes, écrivez dans les commentaires d'où vous regardez cette vidéo. Madame, ne montez pas dans cette voiture. Ces mots transpercèrent l'air clair de l'après-midi, brut et désespéré. Sophie Mercier se figea, une main sur la poignée chromée de sa Bentley, son regard se brisant sur le monde pendant un instant. Le bourdonnement de la ville, sirène lointaine, murmure de la circulation, chuchotement du vent entre les immeubles haussmanniens. Tout recula. Il ne restait que cette voix déchirée, angoissée. Deux hommes en costume sombre, membres de son équipe de sécurité, réagirent immédiatement. Ils se précipitèrent vers la source. Un homme en uniforme gris d'agent d'entretien, le visage pâle et couvert de sueur. Il était sorti d'une porte latérale comme un fantôme émergeant du verre et de l'acier de l'immeuble. Ses yeux écarquillés la fixaient avec supplication. « Reculez !» gronda l'un des gardes, Weber, d'une voix profonde et menaçante se plaçant entre Sophie et l'homme comme un mur vivant. L'autre saisit l'agent d'entretien, le retourna et le plaqua brutalement contre le mur calcaire de la tour Mercier Systems. Le souffle de l'homme s'échappa dans un halètement de douleur. Un trousseau de clés cliqua sur l'asphalte. « Ne la laissez pas monter », hoqueta-t-il, tordant le cou pour garder Sophie dans son champ de vision. « S'il vous plaît, elle ne doit pas. » Le choc de Sophie se figea en irritation glaciale. Déjà 12 minutes de retard à une réunion qui ne pouvait absolument pas être reportée. Une réunion dont la confidentialité était prioritaire absolue. Et maintenant cette interruption. « Weber, qu'est-ce que c'est que ça? » Sa voix trancha comme du verre. Elle retira sa main de la poignée comme si celle-ci l'avait brûlée. « Qui est-ce que Tom? »« Marc Dubois, madame. » répondit Weber, son regard balayant la rue, les toits, les voitures garées. Sa main glissa vers l'intérieur de sa veste. Équipe de nuit de maintenance. Il a perdu la raison. Le second garde maintenait les bras de Marc tordus dans le dos. « Non !» cria-t-il d'une voix rauque. « Écoutez-moi juste une seconde. La voiture, elle n'est pas sûre. » Sûre. Un mot qui, dans le monde de Sophie, passait toujours à travers des filtres d'analyse de risque et d'espionnage industriel. Mais ici, crié par un agent d'entretien nerveux dans la rue, cela ne signifiait qu'une chose, danger. Les yeux de Weber se plissèrent. Il jeta un coup d'œil à la Bentley noire brillante, puis au visage rongé d'angoisse de Marc. L'instinct prit le dessus, froid et rapide. « Madame, éloignez-vous immédiatement du véhicule. » Son ton n'était plus une suggestion. Il fit signe à l'autre, boucler le périmètre, appeler la police, l'équipe de déminage, zone d'exclusion complète. La mâchoire de Sophie se crispa.
Une bombe, Weber? C'est absurde. Cet homme est manifestement confus. Peut-être, madame, répondit Weber calmement, la guidant doucement mais fermement vers le hall de marbre. Mais nous ne sommes pas payés pour des peut-être. En quelques minutes, la rue se transforma en chaos de lumière rouge et bleue. Les voitures de police bouclaient le pâté de maisons. Les pneus crissaient en formant la barricade. Les curieux se rassemblaient, téléphone levé. Sophie se tenait derrière la façade de verre, regardant son agenda parfaitement planifié partir en fumée. Son chauffeur, sorti de la voiture, se tenait pâle derrière un cordon de sécurité. Marc Dubois était agenouillé sur le trottoir, main menottée, 2 agents au-dessus de lui. Il ne résistait plus. Il fixait seulement la limousine, abandonnée comme une tombe dans la rue bouclée. Il l'avait arrêtée. C'était tout ce qui comptait. Mais quand le premier membre de l'équipe de déminage apparut en lourde tenue de protection, une peur froide envahit Marc. Il n'avait pas pensé plus loin. Seulement à une chose. Cette porte de voiture ne devait pas se refermer. Il pensait à sa fille Emma, la voyait exactement devant lui, à la fenêtre de leur petit appartement, le carnet de croquis sur les genoux voyait le tremblement de sa main. Symptôme cruel de la maladie qui l'arrachait à lui cellule par cellule. Le dernier examen, le docteur à voix étouffée. L'évolution est plus rapide que prévu, Monsieur Dubois. Nous n'avons plus d'option. Un mensonge. Il y avait une option. Une nouvelle, un miracle comme il l'appelait, de chez Mercier Biomédique. Il avait vu le nom sur des lambeaux de documents déchiquetés, péniblement reconstitués dans la faible lumière d'un local d'entretien. Le nom de l'essai, le chercheur principal, le patient principal, et son sang s'était glacé. Un grondement métallique le ramena au présent. Un robot de déminage roulait vers la limousine, tendant son bras. Des yeux caméra scrutaient le dessous du châssis. Sophie croisa les bras, la colère bouillonnant dans son ventre. La réunion l'attendait sur un aéroport privé. Le décollage dans moins d'1 heure. Là, elle devait vivre l'apogée de 2 années de financement secret et surtout revoir enfin son frère. Elle regarda Marc, dont la tête était baissée, les épaules courbées dans la défaite. Il ne ressemblait pas à un terroriste, il ressemblait à un noyé. 1 heure plus tard, le verdict tombait. La voiture était propre, chaque câble, chaque plaque, chaque centimètre vérifié. Pas de bombe, pas de danger, rien. Les rubans de sécurité furent enroulés. La foule se dispersa, l'équipe de déminage remballait. Il ne restait que l'écho des sirènes et la colère froide et pure de Sophie Mercier. Les agents traînèrent Marc sur ses pieds. « C'est un crime, mon vieux. Faux signalement. Créer la panique. Le procureur va te déchiqueter. » Il voulait l'emmener, quand Sophie sortit du hall. Ses talons claquaient comme un métronome. « Madame, nous nous en occupons, » commença Weber. « Non ?» répliqua-t-elle doucement, dangereusement doucement. Elle s'arrêta directement devant Marc, son regard si lourd qu'il le sentit physiquement. Les policiers s'arrêtèrent. Sophie l'examina, cet homme de rien, ce fantôme de l'équipe de nuit qui lui avait coûté quelque chose d'incommensurable. Elle ne voyait pas un fou, elle voyait une peur trop spécifique, trop réelle. D'un regard, elle renvoya les agents. Ils reculèrent, mais restèrent à portée. « Vous avez 5 secondes, » chuchota Sophie, sa voix à peine audible mais pleine de puissance. « Dites-moi maintenant pourquoi vous avez détruit ma journée. Si je ne vous crois pas, je détruis votre vie. » Le cœur de Marc battait à tout rompre, sa gorge était sèche. Il ne pouvait pas tout lui dire, pas les recherches nocturnes, les lambeaux du déchiqueteur, le réseau de mensonges. Ça sonnerait comme de la folie. Il avait besoin d'un mot, d'une clé. Syndrome de dégénérescence neurosynaptique, parvint-il à articuler, étranger et maladroit. Pour la première fois, la façade de Sophie vacilla. Imperceptiblement. Ses yeux s'élargirent d'un souffle, les lèvres se tendirent. Pour Marc, c'était un abîme qui s'ouvrait. Il avait touché dans le mille. Instantanément, son expression se referma impeccable, mais elle savait. Elle savait exactement de quoi il parlait. Ce terme clinique et obscur était un secret qu'elle avait enfoui sous des couches de contrat,
d'accords confidentiels et de douleur. Et maintenant, un agent d'entretien le prononçait. « Ceci, c'est maintenant une affaire interne », déclara Sophie aux agents glacial. « Nous prenons le relais. Pas d'accusation. À la place, une généreuse donation à votre fonds de police. Envoyez les documents à mon service juridique. » Ce n'était pas une suggestion, c'était un marché. Les menottes cliquèrent en s'ouvrant. Marc frotta ses poignets endoloris. Weber le saisit par le bras. 50e étage. Salle de conférence. Il ne parle à personne, ne va nulle part. Attendez que je vienne. Oui, madame. Marc fut emmené. Plus un citoyen entre les mains de la loi, mais un bien entre les mains de Sophie. Le 50e étage. Une cage de verre au-dessus de la ville. 3 murs de fenêtres. La table, un bloc de marbre noir brillant comme un miroir. Marc se sentait comme un insecte sous le microscope. Weber se tenait à la porte, immobile comme une statue. 1 heure passa, puis une autre. Marc pensait à Emma seule dans l'appartement, peut-être devant la télé. Il devait l'appeler, devait expliquer. Puis-je avoir mon téléphone pour ma fille? Non. Finalement, la porte s'ouvrit. Sophie entra, son assistante avec une tablette dans son sillage. Un signe de tête, la porte se referma. Elle longea le bord de la pièce, ses pas silencieux dans la moquette. Marc se tenait en sueur dans son uniforme, à des mondes d'elle. « Syndrome de dégénérescence neurosynaptique », commença-t-elle calmement. « Extrêmement rare, moins de 2000 cas mondiaux. » Son regard se vrilla en lui. « Expliquez-moi comment un agent d'entretien devient expert en neurologie rare. » Les mains de Marc tremblaient. « Ma fille Emma, diagnostiquée il y a 6 mois. » Sophie s'arrêta. Elle se tourna vers lui. Dans ses yeux, la lutte entre PDG et sœur. « Elle a 7 ans, continua-t-il, la voix cassée. Elle aime dessiner, mais ses mains, elles tremblent. Le médecin dit que ça va empirer, qu'il n'y a pas d'espoir. » Une ombre traversa le visage de Sophie. Pas de la pitié, mais de la reconnaissance. « Je connais l'essai, pressa Marc. L'initiative Mercier. Je sais que vous croyez avoir trouvé un remède. » Le visage de Sophie se figea. « La source de vos informations m'intéresse vivement. J'ai trouvé des documents, le nom du patient principal, votre frère Thomas Mercier. » Ses muscles mâchoires se tendirent. « Vous avez été très industrieux, monsieur Dubois. » J'étais désespéré. Sa voix se fit plus tranchante. « Ne le seriez-vous pas? Un remède dans le bâtiment où je fais le ménage, pour ce qui tue ma fille. J'ai dû en savoir plus. Et c'est pourquoi vous avez déclenché une panique de masse et m'avez fait rater la réunion la plus importante de ma vie. » Oui. Marc fit un pas en avant. Weber se tendit. « Parce que ce n'est pas un remède, c'est un mensonge. Le traitement ne fonctionne pas. Il empire les choses. J'ai vu les données. Les taux de mortalité cachés dans les annexes. Vous ne sauvez pas votre frère, Madame Mercier. Vous l'utilisez. » Sophie le fixa. Son esprit carburait. Était-ce du sabotage raffiné d'un concurrent? Ou se trouvait-elle face à quelque chose de plus dangereux? Un père qui était tombé sur une vérité qu'elle-même avait refoulée. Elle avait investi des milliards dans ce projet. Fait confiance au docteur Falk, crut au miracle, parce qu'elle le devait. Finalement, elle s'assit en bout de table de marbre, désigna la chaise en face. « Asseyez-vous. » La distance entre eux restait comme un abîme. « Vous dites avoir une fille, » commença Sophie, maintenant moins interrogatrice que stratège. « Je veux son dossier médical, l'historique complet. » Le sang de Marc se glaça. « Pourquoi? Elle n'a rien à voir avec ça. »« Elle a tout à voir, » répliqua Sophie sèchement. « Vous avez fait une affirmation dangereuse. Je dois savoir si elle repose sur du roc ou du sable. » Son regard devint glacial. « Vous ne quittez pas ce bâtiment. Mais j'en vérifie tout, en commençant par votre fille. Si vous dites la vérité, nous avons un intérêt commun. Sinon... » Elle laissa les mots en suspens. « Vous êtes fait un ennemi que vous ne comprenez pas. » Marc s'affaissa dans la chaise. Un prisonnier pas derrière des barreaux, mais dans une tour qui n'était pas censée exister pour lui.
5 étages plus haut dans son penthouse, Sophie parlait dans l'intercom. « Je veux tout sur Marc Dubois, dossier de travail, dettes, contacts et sa fille Emma. Je veux le dossier complet directement de la clinique, 1 heure. » Et Dubois lui-même, cracha la voix de Weber. « Reste isolé, pas d'appel, pas de contact, il est une boîte noire, je veux savoir ce qu'il y a dedans. » La machinerie de Mercier Systems se mit en mouvement, efficace, impitoyable. 45 minutes plus tard, des fichiers cryptés s'affichaient sur la tablette de Sophie. Elle survola le financier et ouvrit directement le médical. Patiente Emma Dubois, 7 ans, stade 2. Le souffle de Sophie se coupa. Les notes cliniques austères du neurologue étaient un miroir des rapports sur son frère Thomas. Tremblement, déclin de la motricité fine, évolution agressive. Ce n'était pas du sable, c'était du roc. Il n'avait pas menti. Mais cette révélation n'apportait aucun soulagement, seulement une peur plus profonde. S'il disait la vérité sur Emma, et s'il disait aussi la vérité sur le prétendu remède? En bas au 50e étage, Marc faisait les 100 pas. L'inquiétude le rongeait. Il devait parler à Emma. « S'il vous plaît, » supplia-t-il Weber. « Juste 2 minutes, elle peut tout entendre, c'est juste une enfant. » Weber toucha son oreillette. « Madame, il demande un appel. » Silence. Puis la voix de Sophie sur haut-parleur. « Accordé. » Weber composa le numéro, 2 sonneries, puis la petite voix d'Emma. « Papa. » Une vague de soulagement frappa Marc comme un tsunami. « Salut ma chérie, c'est papa. »« Où es-tu? Après l'école, tu n'as pas appelé. » Il pressa son front contre la vitre fraîche. Le mensonge brûlait sur sa langue. « Je suis désolé ma chérie. Au travail, une canalisation a éclaté. Énorme chaos. Je dois faire des heures supplémentaires. »« Oh !» Sa voix petite. « Tu rentres pour l'histoire du soir? » Le couteau dans son cœur. J'essaie très fort. J'ai dessiné un château avec des portes contre les monstres. Marc ravala un sanglot. C'est merveilleux, ma chérie. Garde les portes solides pour moi. Oui, d'accord. Papa, je t'aime. Je t'aime plus. La conversation se termina. Marc s'effondra contre le mur, le visage dans les mains. En haut dans le penthouse, Sophie avait entendu chaque mot. Pour la première fois, Marc n'était plus un risque pour elle. Il était réel. Elle ouvrit le dossier du projet sur son terminal, parcourut les rapports portants brillants du Dr Falk, les pronostics embellis. Puis elle le vit. Paiement à une société de conseil, Helix Consulting. Propriétaire, Dr Marcus Foss. Biochimiste, licence révoquée il y a 5 ans pour falsification de données d'études. Un fait que Falk ne lui avait jamais mentionné. Le sang de Sophie se glaça. Elle avait été aveugle, trop poussée par l'espoir. Elle saisit la ligne directe. Falk répondit immédiatement, mielleux comme toujours. « Sophie, j'espérais déjà que la réunion... » « Annulée, lui coupa-t-elle la parole. Dans les rapports apparaît un consultant externe. Helix. Expliquez-moi le rôle du Dr Foss. Silence. 3 secondes où elle entendit tout. La recherche d'un mensonge, le choc. Puis, Foss doit être une erreur de frappe. Aucun poste officiel, juste un ancien collègue. Un collègue banni pour falsification de données. Falk bégaya, protesta. Diffamation politique. Je ne tolère aucune insinuation, Sophie. Votre intégrité n'est plus sujette à débat. Sa voix glaciale. Elle espiait sa conviction. Vous ne touchez aucun serveur, et si vous approchez mon frère, je vous écrase avec le gouvernement. Elle raccrocha. La nuit tombait sur la ville pendant qu'au 50e étage, la lumière brûlait. Marc était toujours prisonnier, captif dans la cage dorée. Weber immobile à la porte, une ombre avec des muscles. Mais dans le penthouse de Sophie, quelque chose avait changé. Elle se tenait à la fenêtre, la skyline comme un labyrinthe de miroirs devant elle. Sur la table gisaient 2 dossiers, Emma Dubois et Thomas Mercier. 2 vies qui partageaient le même destin.
Sophie avait dirigé son empire d'une main de fer, mais maintenant que la façade s'effritait, elle devait choisir. Enterrer la vérité ou l'utiliser. Un coup à la porte. Celle-ci s'ouvrit. Son assistante entra, nerveuse. « Madame, nous avons de nouvelles données des essais. Vous devriez les voir. » Sophie parcourut les documents. Poule qui s'emballe. Décès, effondrement neurologique. Le nom de Foss dans les notes marginales encore et encore. Le soupçon était confirmé. Le remède était une façade. Elle serra le poing. Weber. Madame? Amenez-moi du bois, immédiatement. Marc fut conduit dans le penthouse. Il entra prudemment, incertain de savoir s'il allait ici mourir ou être libéré. Sophie se tenait à la table, les documents étalés devant elle. « Vous aviez raison, » dit-elle sans lever les yeux. Marc eut le souffle coupé. « Quoi? » Falk a menti. Foss est derrière les données. Le projet est compromis. Elle leva le regard. « Vous m'avez donné plus que mes propres conseils d'administration ne l'ont jamais fait. Une vérité que je ne voulais pas voir. » Marc secoua la tête. « Alors arrêtez tout. Fermez tout avant que d'autres meurent. Ce n'est pas si simple. » Sophie se dirigea vers la fenêtre. « Nous parlons d'investissements de milliards, de contrats avec les gouvernements, de partenaires internationaux. Si j'arrête tout maintenant, Mercier Systèmes s'effondre et avec elle mon pouvoir. Sans pouvoir, je ne sauve personne, ni Thomas ni votre fille. » Marc s'avança. « Le pouvoir ne vaut rien si vous l'utilisez pour protéger des mensonges. Ma fille meurt. Votre frère meurt. Voulez-vous qu'ils finissent tous deux comme cobayes? » Un moment de silence, puis un sourire froid et impitoyable de Sophie. « Vous avez du courage, Dubois, mais le courage seul ne nous mènera pas loin. Nous avons besoin de preuves, irréfutables, si solides que même les actionnaires, le gouvernement, la presse ne peuvent faire autrement que nous suivre. » Et comment? En exposant Falk et Foss. Publiquement. Documents, enregistrements, protocoles, tout ce qu'ils ont caché. Et vous allez m'aider. Marc la fixa. Moi? Personne ne fait attention à un agent d'entretien, expliqua Sophie. Personne ne remet en question quand il se déplace dans le bâtiment, la nuit, invisible. C'est vous qui avez trouvé les documents. Alors refaites-le, mais cette fois pour moi. L'estomac de Marc se contracta. Encore plus de risques, encore plus de jeu avec le feu. Mais la perspective de vraiment sauver Emma et Thomas brûlait comme une lumière dans l'obscurité. Et si je me fais prendre? Alors vous disparaissez. Votre fille obtient une nouvelle identité, un nouvel avenir. Mes ressources vous sont ouvertes. Mais si vous échouez? Elle laissa la menace non dite. Ses yeux disaient tout. Marc hocha lentement. Que voulez-vous exactement? Sophie lui poussa une clé USB. Salle des serveurs, niveau 3. Là sont stockées les données brutes. Copiez tout. Ensuite, rapportez-le directement à moi. Personne d'autre. Compris? Il referma ses doigts sur la clé. Une sueur froide lui coulait dans le dos. Compris. Sophie s'approcha, si près qu'il sentit son parfum. Âcre, métallique. Faites cela, Dubois. Et peut-être sauverons-nous tous deux ce qui nous est le plus cher. Plus tard dans la nuit, Marc se tenait dans l'étage souterrain. La salle des serveurs devant lui, une forteresse d'acier et de capteurs, caméras de surveillance, code d'accès, biométrie. Son cœur battait la chamade. Il n'était pas un espion, pas un cambrioleur, juste un père. Il sortit sa carte d'entretien, la seule chose qu'il avait, l'inséra dans la fente. Lumière rouge, accès refusé. Puis il entendit des pas, deux silhouettes en blouse blanche, riant, bavardant. Il se plaça derrière son chariot de nettoyage, fit semblant de récurer le sol. Les scientifiques glissèrent leurs cartes. La lumière passa au vert. La porte s'ouvrit. D'un mouvement discret, Marc poussa son chariot derrière eux. Il était dedans. La salle des serveurs bourdonnait comme une ruche. Rangée de machines clignotantes, câbles comme des veines pompant les données. Marc chercha désespérément le terminal. Il le trouva. Un poste libre, une console. Il inséra la clé, l'écran s'éveilla. Les données coulèrent comme un torrent de lumière. Mais alors,
une ombre derrière lui. « Qu'est-ce que vous foutez ici? » Marc se figea. Derrière lui se tenait un homme en blouse blanche, grand, visage angulaire, lunettes, son badge. Dr. Marcus Foss. Balbutia Marc. Les yeux de Foss se plissèrent. Vous n'êtes pas autorisé à être ici. Qui vous a fait entrer? La bouche de Marc était sèche. Je nettoie seulement. Ma carte? Absurdité. Foss s'approcha, le saisit brutalement par le bras. Vous avez inséré quelque chose. Montrez-moi. Marc sentit la panique monter, mais le terminal bipa. Le transfert était déjà en cours. Des secondes, peut-être 1 minute encore. Écoutez, ma fille. Votre fille? Foss rit amèrement. Vous croyez combien de pères sont venus me voir avec leur fille? Si vous compreniez à quel point ce projet est grandiose, vous ne feriez pas obstacle. Marc lutta pour respirer. Grandiose? Vous falsifiez des données. Des gens meurent. La poigne de Foss se durcit. Les sacrifices sont nécessaires, l'évolution n'a jamais été douce. À ce moment, la porte s'ouvrit. 2 agents de sécurité surgirent et derrière eux Sophie Mercier. Son regard était tranchant comme un rasoir. « Monsieur Dubois est ici sur mon ordre. » Sa voix trancha la tension comme du verre. « Touchez-le encore, Foss. » « J'ai que, Foss, et vous perdez plus que votre poste. » Les gardes s'arrêtèrent, Foss lâcha Marc, fixa Sophie. « Vous ne savez rien, Sophie, sans moi tout s'effondre. » Sophie s'avança, son visage à quelques centimètres du sien. Peut-être est-ce exactement ce qui doit arriver. Les agents de sécurité saisirent Foss. Il enragea, cria au génie, au progrès nécessaire, jusqu'à ce que la porte se referme derrière lui. Marc se tenait haletant au terminal, le bourdonnement du transfert de données en arrière-plan. Finalement, copie terminée. Sophie saisit la clé. Sa main effleura la sienne. Un bref moment d'alliance. Bien joué. Ils quittèrent ensemble la salle des serveurs. Dans l'ascenseur régnait le silence, seulement le bourdonnement de la cabine. Marc osa un regard vers elle. Et maintenant? Sophie fit tourner la clé entre ses doigts. Maintenant, nous décidons à qui appartient la vérité. Presse, gouvernement, ou nous la gardons jusqu'au bon moment? Marc saisit sa main sur la clé fermement. Non, plus de poker. Ma fille n'a pas de temps pour des jeux de pouvoir. Sophie le fixa, et pour la première fois, il n'y avait pas de calcul, mais quelque chose comme l'épuisement, peut-être même l'humanité. Vous avez raison. Elle referma sa main sur la clé. Mais si nous jouons mal, ce ne sont pas seulement votre fille et mon frère qui meurent, c'est un empire qui s'effondre avec des conséquences que vous n'imaginez pas. En haut, dans le penthouse, ils s'assirent face à face. Entre eux gisait la clé USB comme une arme. « Sophie, j'ai des contacts au gouvernement, une ministre qui a encore de l'épine dorsale. Mais si elle apprend que j'étais partie prenante de ce mensonge, elle pourrait me faire tomber aussi. Marc, alors laissez-moi partir. Je le révélerai. Personne n'attend de loyauté de ma part envers Mercier Systems. » Sophie resta silencieuse, un silence dangereux. Si vous sortez avec ça, sans protection, vous êtes mort avant que le premier titre soit imprimé. Falk vous chassera. Foss a des connexions dont vous n'avez aucune idée. Vous avez besoin de moi, Dubois, autant que j'ai besoin de vous. Marc sentit le piège se refermer et en même temps une porte s'ouvrir. Un pacte avec le diable. Peut-être le seul chemin. Plus tard cette même nuit, une rencontre discrète dans un garage souterrain sombre. Sophie au volant d'une voiture noire, Marc à côté d'elle. Dans la boîte à gants, la clé enveloppée dans du velours noir. Une voiture roula vers eux. Une femme descendit, la quarantaine, visage angulaire, regard froid. « Ministre Adler », présenta brièvement Sophie. La femme hocha à peine la tête. « Vous savez ce que cela signifie si je prends cela, Sophie? »« Oui, Marc, cela signifie que des enfants comme ma fille ont une chance. » Adler l'examina, puis Sophie. Finalement, elle prit le paquet. « Si c'est authentique, des têtes vont tomber. Des grosses têtes. Soyez presse à ce que la vôtre soit parmi elles, Madame Mercier. » Elle tourna les talons, monta dans sa voiture et partit.
Marc et Sophie restèrent dans l'obscurité. « Maintenant, il n'y a plus de retour en arrière, » dit Sophie doucement. Les jours suivants furent une tempête. Révélation dans les gros titres. Mercier Systems manipule les données d'études, expérience humaine dissimulée. Falk en fuite. Le monde explosa d'indignation. Manifestation devant les sièges sociaux. Enquête du parquet. Reportages médiatiques internationaux. Sophie Mercier se présenta devant la presse. Rayonnante, impeccable, mais ses yeux trahissaient les nuits sans sommeil. « J'assume l'entière responsabilité, dit-elle, sa voix ne tremblant pas. Mais je promets que cet empire ne sera plus construit sur des mensonges. Nous révélerons tout. » Les journalistes enragèrent, micros comme des lances devant elle, mais elle se tint comme une reine dans la tempête. Marc regardait la retransmission sur une petite télé à l'hôpital. À côté de lui gisait Emma, sa peau pâle mais ses yeux éveillés. « Papa, c'est elle, non ?» chuchota-t-elle. Il hocha la tête. « Oui, c'est elle. » Emma sourit faiblement. « Elle n'a pas l'air si méchante que tu disais toujours. » Marc rit doucement, amer et tendre à la fois. Peut-être que personne n'est seulement méchant. La porte s'ouvrit. Un médecin entra, dossiers à la main. « Monsieur Dubois, nous avons de nouvelles substances de tests approuvées par l'autorité. Votre fille pourrait entrer dans la première série de traitements. » Marc le fixa. L'espoir, sauvage et douloureux, traversa son corps. Plus tard, quand la nuit tomba sur la ville, Sophie se tenait seule sur la terrasse de son penthouse. La skyline flamboyait comme une mer d'acier et de verre. Elle tenait un verre de vin mais ne buvait pas. Ses pensées étaient avec Thomas et avec Marc. La clé était partie. La ministre disparut dans le labyrinthe de la politique. La vérité était libérée. Mais qu'est-ce qui venait après? Derrière elle, un bruit léger. Marc entra sur la terrasse, les yeux fatigués mais clairs. « Elle vit, » dit-il simplement. « Ma fille, elle reçoit le traitement. » Sophie hocha la tête. « Alors ça en valait la peine. » Un silence. Deux personnes, ennemies et alliées à la fois, se tenaient côte à côte au-dessus de la ville. « Et votre frère ?» demanda Marc. Sophie regarda dans la nuit. « Nous ne savons pas encore. » Un coup de vent emporta ces mots. Épilogue. Le monde ne verrait plus jamais Mercier Systems comme avant. Falk était en fuite, Foss disparut. Les actions chutèrent, mais Sophie tint bon. Un empire sur des fondations chancelantes, peut-être prêt à être reconstruit. Marc retourna auprès de sa fille, vers une vie qu'il ne tiendrait plus jamais pour acquise. Deux personnes qui ne pouvaient être plus différentes, liées par la culpabilité, l'espoir et la mince frontière entre pouvoir et humanité. L'histoire de Marc et Sophie nous enseigne que parfois, sauver une vie peut révéler une vérité qui en sauvera des milliers d'autres. Quand Marc Dubois, agent d'entretien désespéré, cria « Ne montez pas dans cette voiture », il ne savait pas qu'il déclencherait l'une des plus grandes révélations de corruption médicale de l'histoire moderne. Son geste instinctif pour protéger Sophie Mercier révéla qu'ils partageaient le même cauchemar, une maladie rare qui tuait leurs êtres chers et un traitement prétendument miracle qui n'était qu'un mensonge mortel. Leur alliance improbable, un père au désespoir et une PDG puissante, prouva que parfois les ennemis les plus inattendus deviennent les alliés les plus précieux. Sophie découvrit qu'écouter la vérité, même venant d'un simple agent d'entretien, valait mieux que tous les rapports de ses conseillers. Marc apprit que parfois, pour sauver ce qu'on aime le plus, il faut s'allier à ceux qu'on pensait être ses oppresseurs. Leur histoire nous rappelle que dans un monde où le profit peut masquer la vérité, il suffit parfois d'une voix courageuse pour tout changer. N'oubliez pas de liker cette histoire si elle vous a rappelé que la vérité mérite qu'on prenne tous les risques et dites-nous dans les commentaires, auriez-vous eu le courage de crier cette mise en garde